de 700 milliards de francs CFA pour financer les investissements structurants en Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne à Washington, dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, démarre sa mission avec le sourire. La rentrée des classes dans les structures de formation et d'éducation de base, c'était hier. À l'occasion, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a exhorté encadreurs et apprenants à plus d'abnégation au travail. Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix 2016. Le président colombien s'est vu décerner cette distinction il y a seulement quelques heures, ce pour ses efforts en faveur de la paix avec les FARC. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, ce matin, l'examen de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les travaux en commission démarrent donc ce vendredi au Parlement. L'avant-projet, vous vous en souvenez certainement, avait été présenté mercredi aux députés par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et justement, sur le sujet, nous avons sur place à l'Assemblée nationale notre équipe de reportage conduite par Herman Guivet. Herman Guivet qui va donc justement dans quelques minutes nous planter le décor de ce cadre de travail. Notez que les députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, ont ouvert les travaux il y a seulement quelques heures. Herman Guivet, vous nous suivez, vous nous entendez ? D'accord, quelques petits soucis techniques. Herman Guivet n'est pas encore prêt, mais fait-on dire. Alors nous allons continuer tout simplement ce journal. Nous aurons Herman Guivet dans quelques petites minutes. Mais avant, je vous le disais tantôt, on titre plus de 700 milliards de francs CFA pour financer les investissements structurants en Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne à Washington, dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, démarre sa mission avec le sourire. Il s'agit d'un prêt non concessionnel, c'est ce que nous dit Adama Kone. C'est avec cette préoccupation que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan débute sa première journée avant de sortir du Ritz-Carlton Hotel où il prend ses quartiers à Washington. Vous savez que nous avons tenu à Paris une réunion du groupe consultatif. La Côte d'Ivoire a mobilisé presque le double des montants qui avaient été demandés. Mais il faut maintenant, après les annonces, suivre ces différents dossiers. La Banque mondiale avait prévu donc d'aider la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sache, au fur et à mesure que le temps passe, quels sont les décaissements qui vont se faire pour chacune des années concernées, de manière à être en phase aux annonces qui ont donc été faites. Avec le Fonds monétaire international, conforme aux instructions du président Alassane Ouattara, nous allons avoir un nouveau programme avec le Fonds monétaire international qui va couvrir cette période donc, de maintenant jusqu'en 2000, pour 3 années à venir. Après une journée au pas de course, rencontre au sommet dans la soirée entre le chef de la délégation ivoirienne et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Kim, au siège de l'institution de Bretton Woods. Au terme de 40 minutes d'échange, les résultats sont à la hauteur de l'attente du gouvernement ivoirien exprimée dans la matinée par le Premier ministre. 1,3 milliard de dollars, soit plus de 700 milliards de francs CFA, que la banque consent à la Côte d'Ivoire. Et 1,3 milliard de dollars doivent être mis comme ressources non concessionnelles, en plus des allocations IDA en Côte d'Ivoire d'ici la fin d'année prochaine. La Côte d'Ivoire nous a demandé d'utiliser des ressources non concessionnelles pour pouvoir financer des projets productifs qui puissent permettre justement d'accroître la valeur ajoutée qui reste au pays. Dans ce sens, nous soutenons la Côte d'Ivoire dans la transformation du cacao, dans la transformation de l'Acadier, et nous allons également soutenir un projet important de Grand Abidjan. Facteur déclencheur de cette approbation de prêt, Côte d'Ivoire a été capable d'utiliser la gamette des instruments que nous avons, que ce soit les garanties à travers la MIGA, que ce soit la SFI, que ce soit les ressources concessionnelles, l'ensemble des instruments que nous avons. Et ce qui est intéressant quand nous travaillons avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il nous pousse un peu toujours à innover. La journée a débuté par une rencontre au MIGA, structure spécialisée du groupe de la Banque mondiale chargée des garanties, puis le Premier ministre a pris part au panel sur l'investissement dans l'enfance, les changements climatiques en Afrique et l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il a également reçu Albert Zefak, économiste en chef du groupe de la Banque mondiale, région Afrique.
Voilà, et notez pour être complet sur le sujet que les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale s'ouvrent officiellement ce vendredi. La troisième session de la conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports s'est ouverte ce jeudi en Turquie. Le ministre Sidi Touré prend part à ces assises. Ce forum va se focaliser, en tout cas pour cette année, sur les jeunes et la nécessité de les intégrer dans le processus de développement des pays membres. Michel Digré. Les autorités chargées de la jeunesse et des sports de l'Organisation de la coopération islamique en conclave à Istanbul. Ils réfléchissent sur les stratégies à mener pour contrer la propagation de l'extrémisme violent chez les jeunes des États membres de l'OCI. La problématique de la radicalisation est une problématique mondiale. Et je pense même qu'au niveau de l'OCI, c'est quelque chose qui est bien compris. Et dans le cadre du plan d'action qui va être développé, les différents pays membres de cette institution ont convenu de développer des cadres d'encadrement de leurs jeunes à l'effet d'éviter leur radicalisation et surtout de leur faire comprendre que l'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs. Et nous, en Austin, nous n'avons pas attendu cela puisque dans notre département, nous avons une cellule qui est en charge de gérer l'extrémisme violent de nos différents jeunes. Et c'est ce que nous avons appelé le service civique d'action et de développement, le SCAD, qui pour cette année 2016 va adresser près de 300 jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, qui très souvent tournent à la radicalisation. La Côte d'Ivoire partagera donc son expérience sur le sujet, elle qui est membre de l'OCI depuis 2001. La Côte d'Ivoire est un pays laïque et donc à cet effet, la Côte d'Ivoire a la latitude d'adhérer à toutes les différentes institutions et organisations, quelle que soit la tendance philosophique. Et c'est en cela que la Côte d'Ivoire est partie prenante au niveau de l'OCI. Pour rapprocher les jeunes de la coopération islamique par le sport, l'OCI organise en 2017 les Jeux de Bakou en Azerbaïdjan. Retour en Côte d'Ivoire, les préinscriptions en ligne des nouveaux bacheliers ont démarré. Elles ont été lancées hier, 6 octobre, par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était à l'occasion de la visite de la ministre Bakayoko Liramata à la première édition des JOB, entendez, Journée de l'orientation des bacheliers. Malika Koulibaly, Franck Wadio. Et le top est donné. Par ce geste, la ministre de l'Enseignement supérieur lance officiellement l'opération de préinscription en ligne. Jusqu'au 30 octobre, les bacheliers de l'année académique 2015-2016 pourront s'inscrire dans les filières de leur choix. Une exigence, cependant, le respect des procédures indiquées. Les étudiants doivent obéir à, je dirais, trois étapes du processus. La première étape, un paiement via les opérateurs de téléphonie. Et après le paiement, ils doivent se connecter à une plateforme dont le lien est www.orientation-sup@mesres.edu.ci. Et après s'être connectés, ils doivent renseigner certaines informations. De la salle multimédia des journées de l'orientation du bachelier, la ministre Liramata a fait le tour des stands. En compagnie des responsables des universités, elle dit apprécier les innovations. Nous aurons l'ouverture de l'université de Mans, qui a comme filière mine et énergie, et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est donc une grande innovation pour répondre aux défis de massification, mais de qualité aussi. Ouverte le 30 octobre dernier, la première édition des journées de l'orientation du bachelier referme ses portes ce vendredi 7 octobre. 21 milliards de francs CFA du gouvernement américain et du PAM pour soutenir les cantines scolaires des régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour un meilleur suivi et une bonne gestion de ce programme qui a pour but la pérennisation des cantines scolaires. Eh bien, un comité de pilotage et un secrétariat exécutif ont été mis en place. On en parle avec Pargrassoro Kone. Le Kavali, le Bafing, la Bagoué, le Poro, le Tchologo, le Bunkani et le Gontougo. Cette région du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui bénéficie du programme Marc Govendol des vivres pour l'éducation.
Programme qui vise à réduire la faim, à lutter contre les carences alimentaires, à améliorer la santé des enfants et leur capacité d'apprentissage et à alphabétiser les femmes des groupements mobilisés autour des cantines scolaires. Ainsi, 21 milliards de francs CFA permettront à 125 000 enfants dans environ 613 écoles primaires publiques rurales de bénéficier sur une période de 5 ans d'un repas équilibré et riche. Et pour un meilleur suivi et une bonne gestion de ce programme, un comité de pilotage et un secrétariat exécutif ont été mis en place en présence de la ministre Kandia Camara et du représentant pays du Programme alimentaire mondial PAM. Leur mission, conseiller, assister, orienter le programme. L'appui du programme Magovando du département de l'agriculture des États-Unis permettra d'offrir cet ensemble d'interventions complémentaires en matière d'éducation, de santé et de nutrition. La Côte d'Ivoire ne compte pas rechercher une chose et son contraire. Alors qu'elle veut institutionnaliser l'accès à l'école à travers la loi sur la scolarisation obligatoire, elle refuse que la faim du midi vienne ruiner nos espoirs et nos efforts et surtout notre espérance. Ce programme, qui est un appui à la pérennisation des cantines scolaires, va également permettre aux écoles à cantines de ces zones de bénéficier de plusieurs appuis dans les domaines de la fourniture des vivres, de la santé, de l'apprentissage, de l'écriture et de la lecture. Voilà, et les dieux de la technique sont de nouveau avec nous. Herman Guivet est en ligne. Herman Guivet, les députés membres de la Commission générale des affaires générales et institutionnelles ont ouvert les travaux ce matin concernant donc l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor? Effectivement, Michel Mambo, nous sommes en direct de l'Assemblée nationale où, vous le savez, mercredi dernier, eh bien, le président de la République, Alassane Ouattara, présentait aux députés donc, cet avant-projet de loi. Le chef de l'État qui a donc insisté sur la pertinence de ce sujet. Et aujourd'hui, après donc, le passage du chef de l'État, les députés se retrouvent pour la première fois pour plancher sur cet avant-projet. Alors, ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est que sur 34 des 44 députés qui composent bien, la commission des affaires générales et institutionnelles, 34 donc, députés sont présents, le quorum étant atteint. Les travaux ont donc pu s'ouvrir sans problème. Ce que nous pouvons également dire, c'est que l'ambiance est plutôt détendue. Il est bien entendu évident que la question qui préoccupe aujourd'hui l'opinion nationale, c'est bien sûr cet avant-projet de nouvelle constitution. Et sur cette question, les députés sont bien déterminés à échanger sur les différents articles. Les débats sont donc houleux, vous le savez, l'Assemblée nationale étant l'expression par excellence de la diversité démocratique. Nous pouvons dire également que les échanges sont bien houleux, Michel Mambo. D'accord, vous l'avez dit, le quorum est atteint, l'atmosphère, l'ambiance est détendue. Qu'en est-il concrètement des débats? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre d'ici mardi? Bien, ce sera une série d'interrogations, une série également de questionnements sur la pertinence des articles proposés, n'est-ce pas, à l'attention des députés, n'est-ce pas, qui siègent aujourd'hui. Ce qu'il faut également dire, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikba-Fori-Soro, prend part, n'est-ce pas, à cette séance de travail. Et avec donc la présence du président de l'Assemblée nationale, nous comptons également la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et du ministre de la Justice, Sanson Kambili, qui a d'ailleurs également réaffirmé la pertinence du sujet, n'est-ce pas, proposé à l'attention des députés aujourd'hui. Le ministre de la Justice qui a d'ailleurs dit, n'est-ce pas, aux députés qu'ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du développement de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, cet avant-projet de loi est d'une importance capitale pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et les députés sont donc bien déterminés à apporter donc leur contribution à la construction de cet édifice que veulent ensemble bâtir tous les Ivoiriens. Ce qu'il faut également retenir, c'est que les travaux vont se poursuivre également lundi et mardi et il faut également dire que ce mardi, cet avant-projet de loi sera soumis à l'attention des députés pour vote afin que ce projet devienne un projet de loi de façon définitive. Ce projet de loi sera également soumis aux Ivoiriens en référendum. Voilà ce que nous pouvons dire depuis l'Assemblée nationale. Michel Mambo. Voilà, merci à Manguivé pour toutes ces informations. Retenez que les travaux se poursuivent jusqu'au mardi et nous reviendrons donc sur toutes ces informations dans nos prochaines éditions ce soir et jusqu'au mardi.
On poursuit ce journal pour dire qu'un réseau des institutions nationales des droits de l'homme de l'espace UEMOA a été mis sur pied sur les fonds baptismaux donc hier à Abidjan, et cela à l'issue d'une assemblée générale constitutive et à la tête de ce réseau qui se veut un cadre de réflexion et d'échange sur les problématiques de la protection des droits de l'homme dans l'espace UEMOA, la présidente de la CNDH-CI. Le réseau des institutions nationales des droits de l'homme des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une réalité depuis ce jeudi 6 octobre. À l'issue d'une assemblée générale constitutive, la présidente de la Commission des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire a été choisie par ses pairs de l'UEMOA pour présider cette institution pendant 12 mois. Nous avons décidé de nous fédérer afin de partager les bonnes pratiques. Parce que parmi nous, vous avez des INDH qui ont un statut plus élevé que d'autres. On va essayer de se soutenir pour faire du respect des droits de l'homme dans nos différents pays une réalité. Occasion pour le ministre Ali Koulibaly de rappeler l'importance du respect des droits de l'homme, une question essentielle pour le chef de l'État Alassane Ouattara. Les droits de l'homme nous interpellent que les droits de la personne humaine sont inviolables et que le droit à la vie est inviolable. C'est un engagement du président de la République. Les travaux de cette rencontre se sont poursuivis au siège de la Commission nationale des droits de l'homme, où les participants ont planché sur le règlement intérieur et les statuts du réseau. Notre appartenance au réseau des INDH de l'espace UEMOA, en partie liée à la recherche de l'efficacité dans l'action. Mon rêve, c'est de voir des directives ou des règlements UEMOA dans le cadre des droits de l'homme. Cela permettra de rendre beaucoup plus efficace notre mission de protection et de promotion des droits humains. Outre la Côte d'Ivoire, ce réseau regroupe les présidents des institutions des droits de l'homme du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Et justement, à propos du respect des droits de l'homme, la CNDH-CI vient de lancer la première édition du prix des droits de l'homme. On en sait davantage avec Salimatou Ndia. Encourager et faire connaître davantage des droits de l'homme aux populations, c'est l'objectif escompté par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-CI, à travers le prix des droits de l'homme. Le prix récompense les acteurs qui se distinguent dans la protection, la promotion et la défense de ces droits. Pour cette première édition, la CNDH-CI se tourne vers les industries minières en lien avec le respect des droits de l'homme. Les requêtes que la Commission nationale des droits de l'homme a reçues, 32% ont trait à cette activité. Des populations, des personnes physiques nous saisissent pour expliquer toute la difficulté, tout le drame qui se produit dans cette industrie minière. Et nous avons décidé de porter la question afin que des solutions idoines soient trouvées et que ceux qui exploitent les mines respectent un minimum de conditions pour ceux qui les emploient. Ils sont magistrats, avocats, professeurs de droit ou encore journalistes, à composer les 8 membres du jury installés ce mardi lors de la cérémonie de lancement. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la promotion de la défense de la personne humaine. Et compte tenu, n'est-ce pas, de l'intérêt de la question, il était tout aussi, n'est-ce pas, normal que j'accepte de siéger dans un jury appelé à examiner, n'est-ce pas, bien entendu, cette question-là. Trophées, diplômes et contributions financières constituent le prix national décerné tous les 10 décembre en marge de la Journée internationale des droits de l'homme. Ce sont 3 personnes physiques ou morales qui se verront désignées cette année lauréats du prix des droits de l'homme. Le reportage de Salimatou Ndia a été donc commenté par Sidonie Davila. Et on ouvre à présent le volet économie de ce journal. 2e journée de l'entrepreneuriat féminin. L'événement s'est ouvert hier jeudi. Le leadership de la femme entrepreneur, c'est le thème de cette 2e édition. Judith Oya pour en parler.
Selon une étude faite en 2013 par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, sur 800 entreprises, environ 133 appartiennent aux femmes. Leur capacité à entreprendre reste donc très inférieure à celle des hommes. Autre difficulté, l'accès au financement. Il faut quand même avoir un financement. Je n'ai pas de financement. Je vole de mes propres ailes. Il faut déjà sortir de l'informel si on veut pérenniser son activité. C'est donc pour encourager l'entrepreneuriat féminin et booster le leadership des femmes que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, soutenue par ONU Femmes, organise les 6 et 7 octobre la 2e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons un plaidoyer qui va permettre de lancer un appel aux partenaires au développement pour qu'ils permettent de nous accompagner dans cet élan d'identification des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons pour objectif de peser que valent ces femmes entrepreneurs dans l'économie ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et pour répondre à ces préoccupations, il nous faut chiffrer, identifier. Au menu, des échanges d'expériences, panels et autres présentations de programmes d'appui aux femmes entrepreneurs. Les 2e journées de l'entrepreneuriat féminin s'annoncent fructueuses. Le ministère de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises envisage dans les prochains jours des mesures pour alléger la fiscalité des PME. Autonomisation de la femme, on en parle encore. La rentrée des classes dans les structures de formation et d'éducation de base, c'était hier. À l'occasion, la ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a exhorté encadreurs et apprenantes à plus d'abnégation au travail. Herman Niamé. Pour ce lancement de la rentrée scolaire 2016-2017, dans les structures de formation et d'éducation de base, la ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a eu le soutien de toutes les forces vives de Grand Bassam, autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que plusieurs associations féminines étaient présentes au centre culturel de Moussou. Devant le parterre d'invités, Efrazi Yao a donné les grandes orientations et sa vision pour cette rentrée académique. Il faut chercher à améliorer ce que vous faites. Nous projetons de construire pour chaque village un CAC, le centre de protection de la petite enfance. Pour chaque sous-préfecture, un centre de protection de l'enfant et pour chaque déplacement, un grand complexe socio-éducatif. Autre structure également sous sa tutelle, les institutions de formation d'éducation féminine. Au nombre de 117 et disséminées sur toute l'étendue du territoire national, elles permettent aux personnes, surtout aux femmes, qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, d'assurer leur autonomie. Au titre de l'année académique 2015-2016, nous avons encadré avec les collaboratrices des IFER 20 643 femmes. L'autonomisation de la femme est aussi une priorité du Conseil régional du Sud Comoé, a souligné le parrain de la cérémonie. Selon Jean-Louis Moulot, qui parlait au nom du président du conseil régional Akawele, a indiqué que des actions sont en vue afin de sortir les femmes du Sud Comoé de la précarité. Pour clore cette cérémonie, la ministre Efrazi Yao a visité le centre de protection de la petite enfance de Moussou. Elle a été émerveillée par l'accueil qui lui a été réservé par les enfants. En août dernier, le gouvernement a décidé de labelliser l'attiéké ivoirien. Et bien, dans cet élément qui va suivre, notre reporter Francis Boifo tente de nous en donner les enjeux. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. C'est une source de revenus pour les femmes. La fabrication, la commercialisation et la production de l'attiéké. En Côte d'Ivoire, l'attiéké fait partie des aliments de grande consommation. Pour nous, c'est considéré comme le meilleur des produits alimentaires. La demande au plan national est très forte. Ce mets à base de manioc est de plus en plus exporté vers l'Europe sous forme déshydratée et le marché régional sous forme de boule, c'est-à-dire sa présentation locale habituelle. Spécialité ivoirienne, l'attiéké pourrait devenir un produit commercial à forte valeur ajoutée. D'où le projet de labellisation initié par le gouvernement en août dernier. Il s'agit, à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, de protéger 2 choses. Le procédé de fabrication de cet aliment et l'appellation attiéké.
Il va s'agir essentiellement de faire en sorte que l'appellation Atiéké, le nom commercial Atiéké, soit réservé aux seuls produits venant de la Côte d'Ivoire, étant entendu que d'autres pays tiers peuvent produire de la semoule de manioc. Le processus pourrait prendre du temps. 6 mois pour expliquer et déposer la marque à travers le monde, 6 à 18 mois pour protéger le procédé. Un travail qui nécessite attention et rigueur puisqu'il s'agit de produits alimentaires. À Codinome, chercheurs et experts sont à la tâche. Après les études documentaires, les prélèvements et surtout les analyses en laboratoire, ils sont parvenus à déterminer 4 normes sur l'Atiéké. Nous avons la norme ENI 4684, qui est la norme destinée à l'Atiéké spécification. Nous avons la norme ENI 4685, qui est la norme concernant l'Atiéké déshydraté. Nous avons la norme ENI 4686, qui est la norme concernant le guide de bonne pratique de production de l'Atiéké. Et enfin, nous avons la norme 4687, qui est la norme concernant les méthodes d'essai de prélévation et d'échantillonnage. Le travail scientifique se poursuit. Le plus difficile reste l'élaboration de la norme sur l'emballage. Dans cette action, nous avons besoin de soutien financier et matériel. Nous avons besoin d'une centaine de millions. La labellisation de l'Atiéké exige de nouvelles techniques de transformation et de production. Tous ceux qui veulent produire de l'Atiéké à partir de ce moment doivent se conférer à ce guide. Et dans ce guide, il y a tout le process de production. Celui qui ne suit pas ce guide, il ne peut pas produire de l'Atiéké de bonne qualité. Déjà, des fabricantes et productrices disent vouloir tout mettre en œuvre pour faire la promotion de l'Atiéké ivoirien. Quand on va nous dire de bien nettoyer le champ, on va nettoyer. De bien faire pour ne pas que la machette touche le tubercule, on sera prêt à ça. On va prendre les dispositions pour qu'on soit bien en règle pour avoir vraiment l'Atiéké, le bon Atiéké. Je suis prête à suivre ce que le gouvernement va me demander de faire. Je suis prête à suivre ça. Si ces femmes sont prêtes à changer leur méthode de travail au profit d'autres dites modernes et respectueuses de l'environnement, c'est parce qu'elles savent que la labellisation a des avantages pour le pays. À partir du moment où vous avez une marque sur un produit, ça veut dire que vous avez un monopole sur la commercialisation de ce produit. Ce qui veut dire quoi? Ça vous permet d'écarter la concurrence sur la commercialisation de ce produit. En termes économiques, cette protection va conférer des parts de marché assez conséquents aux producteurs locaux. Des intérêts spécifiques également pour les industriels et producteurs. En 2015, le pays a produit 5 millions de tonnes de manioc. Ça permet aux producteurs, dès lors qu'il est dans un circuit moderne de production, de pouvoir exporter son produit vers différents horizons, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça va permettre de rentrer dans une phase de production industrielle de l'Atiéké. Bien que l'expertise ivoirienne en la matière soit reconnue, le pays ne dispose pas de statistiques sur le volume des ventes d'Atiéké. Les experts indiquent que la labellisation permettra de tracer le circuit de commercialisation, donc d'avoir désormais des données fiables sur ce produit tant sollicité par le marché international. Les enjeux sont tellement importants que certains Ivoiriens craignent que d'autres pays ne protègent la marque Atiéké avant la Côte d'Ivoire. Nous sommes les premiers à avoir produit. Et donc, si par inadvertance ou bien par malveillance, quelqu'un d'autre s'amusait à obtenir une protection, nous avons les moyens juridiques de faire tomber cette protection qui aura été acquise frauduleusement. Des dispositions prises pour sécuriser la marque Atiéké Made in Côte d'Ivoire. Sans doute, un nouveau produit qui ferait la promotion du pays et même la concurrence aux produits traditionnels que sont le café, le cacao, l'anacade et l'EVA. Et on termine ce journal en images. Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix 2016. Le président colombien s'est vu décerner cette distinction il y a seulement quelques heures, ce pour ses efforts en faveur de la paix avec les FARC. Au Maroc, plus de 15 millions d'électeurs aux urnes pour renouveler leur parlement ce vendredi 7 octobre. Le vote a débuté tôt ce matin et il y a de l'engouement dans les bureaux de vote. Haïti, dans le chaos, plus de 3000
30 000 maisons détruites, des milliers de personnes en détresse. Après le passage de l'ouragan Matthew, l'aide humanitaire se fait attendre. L'ouragan menace désormais les côtes des États-Unis. 2 millions de personnes au moins ont été évacuées. Le président Barack Obama a décrété un plan d'urgence fédéral. Et puis du sport pour terminer, ici même en Côte d'Ivoire, dans le cadre des éliminatoires mondiales 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent samedi au stade de la Paix à Bouaké les aigles du Mali. Et pour préparer donc cette importante rencontre, les pachydermes ivoiriens sont depuis hier à Bouaké. Gervinho et ses camarades se disent en tout cas confiants. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis.